Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Le fils est déjà parti dans un fou rire. Non, on redémarre pas, parce que ça fait déjà la 5e fois qu'on démarre. Donc Je suis le fils. Voilà. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre 6e épisode anniversaire, puisque c'est notre 60e déjà. La logique incarnée. La logique incarnée. Non, mais je tenais à le préciser. Et donc, on devait faire notre film de Noël à la base. On ne l'a pas fait. On devait faire l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est pas ça qu'on va faire. Oui. Et au final, on s'est dit qu'on allait faire le Dark Knight de Nolan. Qui est absolument en rapport avec Noël. Qui n'a rien à voir avec Noël. Mais la raison pour laquelle on voulait faire le Dark Knight, c'est parce que quand on a fait les tops de l'année 2023, on a quand même beaucoup détruit les films d'action. C'est pas les films d'action, c'est les films de super-héros. Oui, c'est vrai. En fait, grosso modo... On a détruit Meg, on a détruit tout ce type de... Non. Bah, on n'a pas détruit Mission Impossible. Non. Donc, non, mais c'est pas les films d'action, si tu veux. C'est surtout, les films de super-héros. Et donc, moi, j'avais envie de revenir sur un film de super-héros qu'on avait beaucoup aimé, juste pour pouvoir parler en bien d'un film de super-héros, parler de tout ce qu'on aime dans les films de super-héros, et puis quelque part en faire aussi un parallèle, parce que, mine de rien, le Dark Knight, donc c'est le 2e épisode de la trilogie de Christopher Nolan, est sorti en 2008, ça nous rajeunit pas, donc ça fait maintenant plus de 15 ans que ce film est sorti. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est sorti exactement la même année que le Iron Man, le premier Iron Man, qui était le premier film produit par les studios Marvel en interne, parce qu'il y avait déjà eu d'autres films Marvel, mais c'était pas produit par les studios Marvel. Donc c'est vraiment le premier film qui a lancé toute la machinerie Marvel qu'on connaît aujourd'hui, et qui a, à mon sens, en partie détruit les films de super-héros, et donc c'est un peu comme un symbole, le Dark Knight. C'est un peu la fin de l'âge d'or pour moi des films de super-héros. Je suis d'accord. Ça te va ? Du coup, je vais faire le pitch. Lorsqu'une menace, mieux connue sous le nom du Joker, émerge de son passé mystérieux et déclenche le chaos sur la ville de Gotham, Batman doit faire face au plus grand des défis psychologiques et physiques afin de combattre l'injustice. Bon, c'est pas mal. Ça te va ? Oui, ça me va. Ça fait très en mode... Il était une fois. Il était une fois dans une petite ville de Gotham. Un personnage appelé le Joker. C'est exactement ça. Mon fils, qu'as-tu pensé de The Dark Knight de Christopher Nolan ? Oh bah, The Dark Knight, je trouve que c'est un film excellent. Excellence, je le mettrais pas dans l'un de mes films préférés, mais c'était un très bon film. Un film assez excellent. Très bien, on le développera après cet avis ? Oui. Bon. Et moi, c'est l'un de mes films de super-héros préférés, pour le coup. J'ai quelques films de super-héros que j'aime particulièrement, mais celui-là, il en fait partie. Il doit faire partie, je sais pas, si je devais faire 5 films de super-héros que j'aime particulièrement, il en ferait partie de ces 5. Je l'ai revu avec un grand plaisir, parce que du coup, on se l'est revu là, il y a quelques jours. Et c'est fou à quel point, je trouve que c'est un film qui a bien vieilli. Tu trouves ? Ouais, je trouve qu'il a bien vieilli, moi. Toi, tu trouves qu'il a beaucoup vieilli ? Je trouve qu'il a pas vieilli. Ah, tu trouves qu'il a pas vieilli ? Oui, il a bien vieilli. C'est ça que ça veut dire. L'expression bien vieillir, c'est ça que ça veut dire. Oui, ok. On ne voit pas les années. Oui. C'est ça. Oui, ok. Je trouve que c'est un film qui vieillit bien et qui, plus ça avance, plus... comment dire quand je fais le parallèle avec les films de super-héros qu'on a vus l'année dernière, qu'on a chroniqué en podcast, et puis tous ceux qu'on n'a pas chroniqués parce que les critiques père et fils n'étaient pas sortis, je vois une sorte de vide abyssal entre la manière dont ce film est créé, ce qu'il raconte, comment il porte ses personnages, son histoire, etc., et ce qu'on peut aujourd'hui voir dans les films de super-héros. Ce qui fait que ça le rehausse, parce que en revanche je trouve que c'est pas un film parfait, loin de là, parce que c'est un film qui est noté 9 sur IMDb, donc c'est... Ça ne l'est pas. Pour moi ça vaut pas 9. Non. Pour moi ça vaut 7,5, 8. On va dire 8, allez, ça va un petit 8. Ouais. Je trouve que c'est un film qui a un peu qui a quelques longueurs.
et qui a un scénario qui est parfois bizarrement agencé. Et le montage est un peu étrange dans la succession des scènes, etc. Mais comme... Pas tout, hein, pas tout. Enfin, non, mais c'est un film que je trouve excellent, que j'adore, etc. Mais c'est juste pour apporter un peu de nuance. Et je pense, en revanche, que c'est un film qui incarne à merveille ce qu'est le film de super-héros, c'est-à-dire un super-héros contre un méchant. Et tu dois avoir un méchant qui est extrêmement puissant pour créer de la menace pour ton super-héros, et c'est comme ça que ça devient intéressant. Et pour le coup, ce film-là l'incarne super bien, avec le Joker de Heath Ledger, qui est exceptionnel, et pour lequel il a eu un Oscar. On est d'accord ? Incroyable. Bon, rentrons dans le scénar. Moi, c'est là-dessus où j'ai probablement le plus de problèmes, c'est avec le scénario du film. Qu'est-ce que t'as pensé de l'histoire ? Bien. C'est une très bonne histoire. C'est une très bonne histoire qui mélange un peu le côté un peu polar, qui est très propre à Batman, le côté détective de Batman, qui essaye d'enquêter sur... Donc, il y a toute une sous-intrigue sur la pègre. Et le film démarre comme ça, il démarre sur une ouverture d'un braquage de banque. On comprend assez vite que c'est le Joker qui a braqué la banque et qu'il a piqué en fait l'argent de la pègre. Et donc rapidement, on a toute la première partie de l'histoire qui est le Batman avec... comment c'est déjà il m'échappe le commissaire Gordon, qui n'est pas encore commissaire à ce moment-là, qui commence à enquêter pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on a en parallèle le personnage d'Harvey Dent, qui est le procureur de la ville de Gotham, qui essaye de faire tomber un à un toute la pègre. Et donc ça démarre un peu comme ça, comme une sorte de film de gangster. Et puis peu à peu, tu vas avoir la figure du Joker qui va monter. On va rentrer plus dans un film de super-héros plus classique. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire un peu à tiroir ? Bien, mais il y a certains moments où vraiment long. Il y a des moments un peu longs. Ouais. Tu as trouvé des moments un peu longs. En fait, c'est marrant parce que, pour être tout à fait honnête, quand je l'avais vu, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, je l'ai revu 2-3 fois après, là ça doit faire la 5e fois que je le vois. J'avais jamais ressenti ce côté un peu lent, et là, cette fois-là, je l'ai ressenti un peu. Ouais. Alors, est-ce qu'on était fatigué 2h30, c'est bon. En fait, il y avait un côté, il y a un moment donné où tu sens qu'il y a une sorte de creux. Ouais. En fait, t'as la confrontation entre le Joker et Batman, et ça m'a sauté aux yeux parce qu'en fait, j'avais jamais remarqué ça dans mes précédentes visions du film, mais en fait, le Joker apparaît très vite au début, puis t'as la rencontre entre le Joker et la pègre. Je sais pas si tu te souviens avec le truc du stylo là. Tu sais, où t'as un type qui veut le frapper et il lui rentre le stylo dans la tête, et puis après il a toutes ses grenades pour pouvoir sortir. Ouais. Où là, en fait, il passe un deal avec la pègre, et puis ensuite on va rentrer dans pratiquement 1 heure complète dans laquelle le Joker disparaît. Complètement. En fait, tout est tourné autour de Harvey Dent, autour de la pègre, autour de la manière dont ils blanchissent de l'argent avec Hong Kong. Donc t'as plein d'autres scènes, tu pars dans complètement autre chose. Puis seulement, je pense, au bout d'1 heure à peu près, tu reviens sur le Joker. Et ça, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu... Mais moi, c'est même pas ça qui m'a dérangé. C'est pas ça ? Vas-y. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est toute l'histoire... je spoil, hein. Ah bah là, alors pour un film de 15 ans, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Pour les plus jeunes de nos auditeurs qui n'ont pas vu le Dark Knight, allez-y. Il se trouve à peu près partout, je pense maintenant. C'est l'un des meilleurs films de super-héros. C'est génial et ça a très très bien vieilli. Donc voilà, alerte spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Maintenant, on va spoiler. Oui, c'est ça, mais c'est tout ce qui est double face. Je trouve qu'il ne sert à rien. Tout le dernier quart. Tout le dernier quart avec double face ne sert à rien. En fait, ça t'allonge le film pour rien du tout. Parce que ça ne t'apporte rien. Au film, ça ne t'apporte rien. Autant il l'aurait commencé avant,
je dirais ok. Mais là, il le fait pour le dernier quart, ça n'apporte rien. En fait, je pense qu'il le fait pour sa thématique. C'est-à-dire qu'il veut faire absolument la thématique du chevalier noir et du chevalier blanc. Et d'où le titre de The Dark Knight. Et pour lui, un chevalier noir, c'est quelqu'un qui va faire la basse besogne, qui va être obligé de faire quelque chose que les autres, de se salir les mains par rapport aux autres. Et donc, pour mettre un contrepoint au Batman, et quelque part déconstruire le côté héroïque du Batman, puisqu'il dit lui-même que le Batman n'est pas un héros. C'est quelqu'un qui se frotte les mains et qui doit faire le sale boulot. Le vrai héros, c'est la justice, qui est incarné par Harvey Dent à la base et qui devient double face par la confrontation avec le Joker. Et en fait, c'est comme une sorte de triangle amoureux construit entre le Batman qui se voit dans une sorte de miroir comme si c'était une sorte de chevalier parfait à travers Harvey Dent, et c'est ce chevalier qui est détruit par le Joker. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Mais je pense que le double face n'a pas assez de place à la fin parce qu'ils mettent trop de temps sur la pègre au début. Moi, j'aurais réduit beaucoup la partie pègre pour développer la partie double face, qui me paraissait pour le coup vraiment intéressante. Ou en tout cas, ce triangle-là, je le trouve intéressant. Cette manière de montrer que le Batman n'est pas réellement le héros. Et le héros d'une société, c'est sa justice. C'est celle qui rend justice de manière impartiale, quel que soit d'où tu viens, quel que soit qui tu es, etc. Ça fait du sens, je trouve. C'est un message, c'est pas d'une immense finesse, mais c'est un message intéressant. Oui et non, parce que faut le commencer dès le début. C'est ça. Faut le commencer dès le début, mais alors si on réduit en fait, la pègre, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Sincèrement, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est que c'est double face. Ok. Toi, tu l'aurais arrêté avec genre Harvey Dent meurt presque. Non, ou alors il nous fait un trick à la toute fin. Il y a pas la scène de l'hôpital. Ah, où il apparaît et ça introduit le troisième film. Exactement. Il apparaît à la toute fin. La dernière scène, c'est Batman c'est Bruce Wayne qui va voir Harvey Dent et là, il tourne sa tête. Le film s'arrête. Ouais, c'est pas mal. Je suis d'accord. Et t'aurais pu introduire le troisième film. En plus, je pense qu'à cette époque-là, on savait déjà que ce serait une trilogie. Et tu aurais fait le troisième film autour du personnage de Double Face. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas. Malgré tout, on va donner les qualités du film. Oui. Je pense que c'est et là, pour le coup, ça reste un film qui est quand même solide parce qu'il y a un vrai développement des personnages. Il y a une vraie histoire. On essaye de développer des thématiques sous-jacentes. Alors, elles sont pas toujours hyper bien introduites, c'est pas toujours d'une grande finesse, mais c'est là. Ça a envie d'être traité et ça mélange, je trouve vraiment bien le cinéma grand spectacle, le cinéma plaisir popcorn et ces concepts sous-jacents. Et pour moi, ça incarne tout ce qu'on a perdu dans les films de super-héros aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout ça qu'on a enlevé. On a enlevé toutes les thématiques sous-jacentes, il n'y en a plus. On a retiré tout ce qui pouvait être un scénario un tout petit peu tortueux ou complexe, etc., pour que ça fasse un paquet de lessive parfaitement lisse. On a enlevé tout personnage, toute galerie de personnages trop compliqués. On a enlevé tous les sentiments un peu complexes. Bref, c'est maintenant... On a enlevé tout ce qui était nul, en fait. Non, mais ils ont enlevé tout ce qui était bien pour garder tout ce qui est nul. C'est en fait, et ça devient nul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu enlèves toute la sève du film... oui, pardon, ils ont enlevé tout ce qui était bien. Oui, c'est ça. Oui, Exactement. Entremêlage avec mes mots. Entremêlage de pinceau. Exactement. Question casting. Alors là, pour le coup... mais ça, c'est un casting exceptionnel. Exceptionnel. Je suis d'accord qu'on a rarement vu un tel casting pour un film de super-héros. Un film à grand spectacle même, pour un blockbuster à deux... Bon, alors déjà, Christian Bale en Bruce Wayne. Qu'est-ce qu'on dit ? Parfait, je suis d'accord. Je trouve que c'est un parfait Batman. Il incarne parfaitement, je pense, la vision de Nolan, c'est-à-dire un Batman qui est plutôt réaliste,
qui s'appuie beaucoup sur ses gadgets et où tu vois que c'est pas un surhomme. Oui. Donc pour le coup, et Christian Bale l'incarne à merveille. Hein. Je t'arrête là. Vas-y. Le meilleur pour la fin ? Le meilleur pour la fin ? Ah, on garde le meilleur pour la fin, très bien. Ensuite, on a Aaron Eckhart qui est donc joue Harvey Dent, que pour le coup, très bon aussi. Oui, bien. Enfin, correct. Qui est bien. Et je trouve, à un moment donné, il y a une scène qui m'a assez frappé. Est-ce que tu te souviens de cette scène dans le restaurant, quand ils sont en train de dîner en couple ? Lui dîne avec le personnage de Rachel, Maggie Gyllenhaal, et tu as le personnage de Bruce Wayne qui vient avec sa copine qui est dans un ballet, une femme d'origine russe. Tu sais, ils sont tous les quatre là. Et tu as des plans un peu en champ contre champ sur Christian Bale et Aaron Eckhart, et c'est marrant parce que t'as vraiment ce sentiment de négatif entre les deux, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent quand même beaucoup. Physiquement, ils ont un truc dans le visage qui est très similaire, mais t'en as un qui est parfaitement brun, l'autre parfaitement blond, et même dans leurs vêtements et tout, il y a un truc l'un qui est très sombre et l'autre qui exactement. est clair. Même si je trouve que Eckhart est plus, comment dire, est moins s'impose moins. Il s'impose moins, il a moins de charisme. Même si pour le coup, en double face à la fin, je trouve que ça fonctionne bien. Mais je pense que ça fonctionne bien parce que son maquillage est particulièrement bien fait. Tu penses que c'est du maquillage ou un masque ? C'est de la 3D. C'est de la 3D. C'est de la 3D, mais je trouve que c'est vraiment très bien fait. Ah oui, la 3D est vraiment très bien. Elle est bien faite, elle est bien gérée. Et puis c'est vraiment... c'est flippant. Ensuite, on a Michael Caine qui joue Alfred. Bon, très bien. Très bon. Pour moi, le meilleur des Alfred qu'on ait vu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le meilleur des Alfred ? Non. Ah bon, tu dirais qui ? J'ai plus le nom des Batman en tête, mais je te dirai à la fin du podcast, je te dirai. Ok, mais tu penses à quel film ? Auquel Batman ? Bah du coup, je sais pas. Mais plus récent ou plus vieux ? Plus vieux. Ah, ok. Celui de Tim Burton ? Oui. Le Alfred de Tim Burton. Ouais. Oui, même s'il a moins de rôle. Oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, le Alfred de Tim Burton est beaucoup plus en mode majordome. Là, et pour moi, c'est lui, Alfred. Oui. Alfred, c'est le majordome. Alors que Michael Caine, le Alfred joué par Michael Caine dans les Nolan. C'est son psychologue, en fait. C'est son père de substitution. Oui, son psychologue, oui. Enfin, c'est plus son psychologue. C'est une relation père-fils. Il est le fils que Alfred n'a jamais eu et il est le père que Bruce Wayne a perdu. Oui. On a Rachel qui est jouée par Maggie Gyllenhaal, qui est très bien. Pourquoi tu dis Maggie ? Non, j'ai pas dit Maggie. Non, c'est toi qui viens de dire Maggie. Et c'est bien parce que c'est enregistré, donc tout le monde pourra voir que j'ai pas dit Maggie. On pourra regarder à la fin. Donc Maggie Gyllenhaal. Ah non, parce que j'ai dit Maggie Gyllenhaal. Et toi, c'est pas Maggie. Oui, bah moi j'ai entendu Maggie Gyllenhaal. Bon, elle est plutôt bien. Correct. C'est un peu l'un des seuls personnages féminins quand même du film, parce que je me rends compte que c'est un film quand même très masculin. Oui. Oui, mais après, elle a pas beaucoup de rôle, je trouve. Bah, elle joue en fait l'amour secret de Batman et l'amour... Enfin, t'as un triangle amoureux entre Harvey Dent, Bruce Wayne et Rachel. Voilà. Et Rachel choisit Harvey Dent. Oui. Je la trouve pas très intéressante. C'est pas très développé. Non, c'est pas développé, mais bien. En fait, le but, c'est pour que la scène le climax du film fonctionne. C'est-à-dire, tu sais, au moment où il kidnappe les deux et que Batman n'a qu'un choix. Et donc, pour que le fait qu'il choisisse, quand il choisit Harvey Dent pour comprendre que c'est en fait, il est en train de se couper un bras lui-même, il faut qu'il y ait ce triangle amoureux. Oui. Bon. Ensuite, on a le Gary Oldman qui joue le commissaire Gordon, qui est absolument parfait, je trouve. Oui, je suis d'accord. Morgan Freeman, extraordinaire en Lucius Fox. Extraordinaire. Les 3 scènes qu'il a, il est génial. Il est génial. Il joue merveilleusement bien. Ouais.
Et là, pour le coup, il a un tel charisme. Et puis, je trouve que ça fonctionne hyper bien avec Christian Bale. T'as une vraie alchimie entre les deux dans leurs scènes. Un peu comme tu retrouves un peu l'alchimie qu'il a avec Michael Caine pour les scènes avec Alfred. Ouais, franchement, fantastique. Si je devais encore en citer un autre, mais qui passe vraiment très vite, c'est Cillian Murphy qui joue le Scarecrow, là. En français, c'est... Je vois même pas qui c'est, donc... Si, tu sais, c'est l'épouvantail. On le voit au tout début du film. Très rapidement. Et on pourrait noter aussi Eric Roberts, qui joue Maroni. Donc lui, c'est le patron de la pègre, ou un des patrons de la pègre. Et Eric Roberts, c'est le frère de Julia Roberts. Bon, on avait dit qu'on gardait le meilleur pour la fin, et évidemment... The Joker! Le Joker, Heath Ledger. Donc, dernier film de Heath Ledger, puisqu'il est mort à l'âge de 28 ans, après le tournage de The Dark Knight. Et il a eu à titre posthume l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le Joker. Est-ce qu'on peut le considérer comme l'un des meilleurs acteurs ever? Ah, tu peux. Je trouve que c'est un peu... À 28 ans, c'est un peu jeune pour l'introniser un des meilleurs acteurs. Mais C'était un super acteur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Alors écoute, moi je l'avais découvert avec Le Chevalier. Il avait fait aussi Les Frères Grimm, dans mon souvenir, qui était vraiment chouette. Du coup, tu vois, il a été connu aussi pour Le Secret de Brokeback Mountain. Techniquement, le dernier film qu'il fait, c'est L'Imaginarium du docteur Parnassus, et d'ailleurs, il meurt au cours du tournage de ce film-là. Comment ils ont fait? Ça a été, je crois, une énorme galère. Film de Terry Gilliam, je crois que Terry Gilliam a dû, à un moment donné, recaster son rôle. Et j'ai pas vu le film, donc je sais pas, mais de tête, à un moment donné, il change de visage, ou ils ont trouvé un artifice pour qu'il fasse comme s'il changeait de visage. Le personnage principal, pour expliquer pourquoi c'est plus le même acteur. Ouais. Okay. Je me demande même si c'est pas Johnny Depp qui reprend... Johnny Depp? Je crois que c'est Johnny Depp qui reprend le rôle de Heath Ledger. Eh ben écoute, pas du tout. Eh ben écoute, je ne sais pas. Tu vois, c'est là je me suis, moi, emmêlé les pinceaux parce que je ne vois pas de Johnny Depp dans les rôles principaux. J'en sais rien. Ça me semble bizarre quand même, Johnny Depp dans le rôle de... I don't know. Donc tu vois, il a fait quand même assez peu de films au final. À 28 ans. À 28 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais quelle incarnation du Joker. Mais... fabuleuse. Incroyable. Donc moi je trouve que c'est vraiment très fort, parce que je me souviens que quand il est casté pour faire ce rôle, tout le monde a encore en tête le Joker de Jack Nicholson. Tout le monde pense que dans le film de Burton, tout le monde pense qu'il y arrivera jamais, qu'il va se vautrer, et en fait il va rendre une prestation fabuleuse. Exceptionnel. Un Joker complètement différent. Et je trouve, pour moi, ça c'est l'incarnation du Joker tel que je l'ai toujours moi vu ou ressenti dans les comics. C'est-à-dire que c'est un personnage du chaos. C'est un personnage qui n'a pas vraiment de passé, qui n'a pas vraiment de futur. Aucune pensée. Il ne pense pas à ce qu'il fait. Il l'explique. Oui. Il l'explique dans une scène à l'hôpital. Je ne pense à rien. Ouais. Ça vient sur le moment. Je fais les choses et c'est tout, et c'est ce qui me rend en fait insaisissable. C'est je n'ai pas de grand plan, je n'ai pas de grande envie, l'argent que je gagne je le brûle, et je n'ai pas de... Et en fait il te le dit, j'ai même pas de message à diffuser, je suis juste là pour créer le chaos. Et je trouve que c'est le néant. Donc ce qui est l'inverse finalement de l'ordre que veut ramener le Batman. C'est pour ça que c'est vraiment son némésis. Et je fais une parenthèse, moi c'est pour ça que je n'avais pas du tout accroché avec la relecture du Joker qui avait été fait là il y a 3 ou 4 ans avec Joaquin Phoenix en 2019, le film de Todd Phillips qui avait eu pourtant un énorme succès, hein, il est très très bien noté, 8,4, mais moi je trouve que c'est pas du tout le Joker qui est incarné dans ce film. C'est pour moi un autre personnage, et je pense même que c'est un scénario qui avait été écrit qui n'avait rien à voir avec le Joker, et ils ont collé le Joker dessus pour que ça
pour que ça fonctionne. Mais bon, écoute, ça c'était juste mon aparté pour dire pourquoi j'apprécie pas ce film-là. Bon, question réalisation, qu'est-ce que tu en as pensé ? Excellente. Excellente ? Excellente. Je suis d'accord. Franchement excellente. Bon, c'est du Nolan. Oui. Ça fonctionne super bien, c'est sérieux. C'est un réal excellent. Donc ça. Mais en revanche, je trouve que c'est un réal qui sait poser des ambiances. Et mettre de la tension. Tu vois, j'aime beaucoup la scène d'introduction dans la banque. Je trouve qu'elle est très réussie. J'aime beaucoup les scènes d'exposition sont bien faites, les dialogues sont vachement bien faits. Tu vois la scène t'as une grosse scène d'action avec le sonar qui se passe, tu sais, dans tout un immeuble. Bon, c'est bien, c'est fonctionnel, je trouve. En fait, tu vois toujours bien, mais t'as jamais une scène où tu dis waouh, c'est fabuleux, tu vois, un mouvement de caméra dingue, etc. Mais en fait, il y a un côté académique, voilà, je trouve, dans Nolan. T'es dur. Tu me trouves dur ? Ouais, je te trouve dur. Tu vois, je trouve que pour moi, sa meilleure scène, je trouve que la réalisation du Batman Begins était d'ailleurs meilleure, à mon avis, sur le Begins. Et je pense que sa meilleure scène dans la trilogie, c'est l'ouverture du 3e, avec la scène de l'avion. Où je pense que là, il a réussi un truc qui était vraiment... Il joue avec la pesanteur, la tension, le haut, le bas, etc. C'était vachement bien fait. Ça, pour moi, je la garde vraiment en tête. Sur le Dark Knight, là, en la revoyant, et justement, je me suis concentré là-dessus. C'était quoi les grandes scènes du film ? Bah, la scène d'ouverture. Pour moi, la scène d'ouverture avec la banque. C'est dur. Ouais ? Oui, je te trouve vraiment dur. Après, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est très bien. Je dis que c'est très bien. Non, mais pour rappel, on aime beaucoup ce film. Oui. En fait, on n'a pas dit les points forts parce qu'il y en a tellement. Non. En fait, que c'est. T'as raison. On essaye de développer les points faibles pour pouvoir... essaye de développer. Oui, bah pour être nuancé. Mais oui, non. Mais on trouve que c'est un film vraiment excellent. Allez le voir et tout ça. Mais, tout à fait. C'était pour. Non, c'est vrai. Et t'as un côté très urbain dans le film, un peu Michael Mann. En plus. Un peu Michael Mann. Parce qu'on a vu là récemment Collatéral, et il y a un côté hit un peu dans le film, qui toi t'as un souvenir plus éloigné, mais tu sens ce côté-là dans le film. Non, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien. Voilà. Est-ce qu'on a envie de rajouter quelque chose de plus sur The Dark Knight ? C'est du niveau de l'âge. Qu'est-ce que tu dis, toi ? En fait, je pense que la prestation du Joker peut être un peu choquante. Je suis d'accord. C'est un personnage qui peut être difficile. Donc, je dirais 10 ans et plus. 10 ans et plus, je suis d'accord. Mais le visage de Double Face à la fin est quand même un peu scary. Je suis pas d'accord avec ça. En fait, il est très bien fait, mais ça fait fake quand même. Ok. Bon, mon fils, est-ce qu'on conseille le film The Dark Knight de Christopher Nolan ? Absolument. Est-ce que tu développes ce conseil ? Non. Est-ce que tu veux me donner une note ? Non. Si, pardon, sûrement. Je mets un 17,5. 17,5, c'est une très bonne note. Moi aussi, je le recommande chaudement. Je le disais au début du podcast, je pense que c'est dans mon top 5 de mes films de super-héros préférés. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais... ouais, c'est pas mal, 17, je trouve que c'est bien. 17, c'est bien. C'est un super film. Comme on le disait au début, en plus, ça marque... c'est un film qui est sorti la même année que le premier film qui a lancé toute la vague MCU. Et quand on voit ce que ça a donné aujourd'hui et comment... toute la vague de films. C'est une horreur. Ça, c'est un film d'horreur, tu vois. Ça fait du bien de revenir à des films qui respectaient... Des bons films qui respectaient le genre. Même si, pour le coup, je trouve que Batman, on n'a jamais eu de mauvais film Batman, pour l'instant. C'est-à-dire, là, les deux films de... Ah non, c'est pas vrai. Le dernier était un peu en dessous. Non, c'est pas vrai ce que je raconte. T'as les deux premiers avec Michael Keaton sont très bons. Ensuite, tu as... moi, je trouve que le Batman Forever est correct. Tu me l'as montré, celui-là ? C'est avec Val Kilmer. Faut qu'on se les refasse, les Batman. Je suis pas sûr que tu l'aies vu, celui-là. C'est avec Jim Carrey.
Non. Aussi. Non, je l'ai pas vu. Qui joue Riddle. Et t'as déjà double... ça doit être intéressant, et t'as aussi double face dans celui-là. Ok. Et celui qui est horrible et inregardable, c'est le 4e. Celui avec... évidemment, son nom m'échappe, George Clooney. Bon, alors lui, il est affreux. Donc ça, c'est les 2 films de Schumacher. Après les 2 films de Tim Burton. Ensuite, on a eu la trilogie de Nolan qui était super. Moi, j'ai beaucoup aimé le BVS de Snyder. J'ai moins aimé ça, BVS. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'incarnation par Ben Affleck. Je trouve que c'était un super Batman. Et j'ai aussi beaucoup aimé le Batman de Matt Reeves, le dernier qu'on a vu là. J'ai trouvé juste un peu en dessous. Le Batman de Matt Reeves, un tout petit peu en dessous. Je trouve que visuellement... Même si l'acteur du Riddle est très très bon. Moi, je trouve que c'est visuellement probablement le plus beau. Oui. Mais je trouve que c'est le Batman le plus faible d'un point de vue casting. Ouais. J'aime pas cet acteur, moi. Et alors, j'arrive pas du tout à me... Mais l'acteur du Riddle est très bon. Oui. Mais tout le film était super chouette. Sauf l'acteur. Mais moi, Robert Pattinson, c'est pas Batman. Donc, jamais j'arrive à imaginer Batman en Robert Pattinson. Et du coup, à chaque fois que je le vois, il me sort du film. Donc, mais hormis ça, c'est un super film. C'est ballot, c'est Batman. Mais c'est pour ça que c'est un film qui m'a laissé un peu les bras ballants, parce que j'avais envie de tout aimer. C'est pour ça qu'il a toujours un masque. Il y avait tout dans ce film que j'avais envie d'aimer, sauf son acteur principal, ce qui est quand même compliqué. Ballot. Exactement. Bon, est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait ? On a le menu ? On donne le menu ? On l'a. Alors, on peut préciser déjà qu'on a mis on a un peu mis... je recommence. Ça a été un peu difficile. Mais comme ta phrase. C'est ça. Ça a été un peu difficile pour nous de nous remettre en route dans ce début janvier. C'était un peu erratique. En plus, il n'y a rien au cinéma. C'est un peu compliqué. J'aimerais bien qu'on fasse le tout dernier film de Friedkin qui est sorti sur la plateforme Paramount+, qui est un film... je me souviens plus du titre. Qui est un film de procès qui a l'air chouette. Surtout Friedkin, c'est un réal, et puis Friedkin est mort, donc c'est son dernier film avant qu'il décède. Attends, je vais trouver le titre. Voilà, l'affaire de la mutinerie du Caïn, une histoire vraie. Moi, je vais aller faire Gérard May. Je pars demain, donc je vais aller faire plein de films d'horreur. Je sais que là, les auditeurs peuvent pas le savoir, mais tu me regardes d'un regard très noir et très sombre. Donc, on fera un petit foudroyant, parce que tu peux pas participer parce que tu es à l'école. Voilà. Et donc, on fera un épisode spécial Gérard May. Un épisode spécial Gérard May où je vous ferai un peu le compte rendu des films que j'ai vus. On fera ça ensemble. On fera ça un peu en mode... Je ferai l'intervieweur. L'intervieweur, exactement. Et puis le prochain gros film qu'on doit avoir, c'est le Matthew Vaughn, dont j'ai oublié le nom. Le réalisateur des Kingsman. Ah, cool. Argyle, je crois que c'est Argyle le titre. Et ça, Argyle, je crois que ça sort dans une semaine, je crois. Super. Une semaine ou deux. Donc je crois que c'est le premier gros film de l'année, ça va être Argyle. Voilà, c'est à peu près le menu. Bon, super. À bientôt. À bientôt. Bon, à bientôt.